fait, à l'âge de 24 ans, j'ai eu des douleurs terribles dans tout le corps et on a cru que c'était un cancer. Enfin, les médecins qu'on a vus ne connaissaient pas forcément cette maladie, nous ont pas forcément égayés. Gianni va nous faire un arrêt cardiaque. Il va être dialysé 3 semaines puisque les reins ne veulent plus fonctionner. Ses poumons sont touchés. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Tara, Mélissandre, Maëva. Nous sommes en bac pro SAPAT, service à la personne et aux animations du territoire à la MFR de Mandeur. Nous avons mis en place un projet, nous avons dû choisir un thème qui nous tient à cœur. Nous avons invité une maman qui a un enfant en situation de handicap souffrant du syndrome Smith-Lemli-Opitz. Une autre maman qui a un enfant souffrant de séquelles neurologiques et souffrant aussi d'un handicap moteur. Et une maman souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde déformante. Nous vous laissons avec la suite du documentaire. Bon visionnage. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que nous tournons un documentaire sur les personnes en situation de handicap. On vous a contacté parce que vous souffrez de la polyarthrite rhumatoïde déformante. Oui. Donc, je m'appelle Sandrine, j'ai 51 ans et je suis atteinte. Allez, faire aller. Alors, comment avez-vous appris cette maladie? En fait, à l'âge de 24 ans, j'ai eu des douleurs terribles dans tout le corps et on a cru que c'était un cancer des os. On a fait des examens en milieu hospitalier. J'ai passé des mois et des mois à l'hôpital pour me diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde déformante. On a fait des études dans ma famille pour savoir si c'était héréditaire. Et en fait, non. C'est suite à un conjoint un peu trop violent. Et mes défenses immunitaires ont pété un plomb. Donc je me suis retrouvée avec cette maladie qui est lourde de conséquences et de douleurs. Mais vous avez des crises des fois? J'en ai souvent. Des petites, des grandes, ça dépend. Des fois, je peux rester au lit toute la journée sans pouvoir bouger. On est à la merci de tout le monde, en fait. Vous avez des aides? Des aides, non. Des aides, non, j'en veux pas. Je veux me débrouiller toute seule. Déjà, on n'accepte pas la maladie. J'avais 24 ans, donc ça faisait un peu jeune pour accepter la maladie. Quand j'ai besoin d'un coup de main, vraiment, vraiment, où je demande, mais sinon, j'arrive à me débrouiller toute seule. Vous avez un traitement? Des traitements, on en a essayé des tonnes et des tonnes. Et certains n'allaient pas parce que je faisais des thromboses au niveau... Ensuite, j'ai eu des problèmes pulmonaires. S'en est suivi des choses terribles. Il faut savoir qu'avec la polyarthrite, on a un syndrome de Gougereau, qui est en fait, c'est une sécheresse tout le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi. Là, je suis passée à la biothérapie, qui est lourde. Les effets secondaires sont assez violents. À savoir qu'il n'y a plus beaucoup de traitements, puisque mon corps, au bout d'un moment, rejette les traitements. Et vous vous sentez comment dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est un fardeau. C'est lourd à porter, physiquement, moralement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, oui, je pète un boulon parce que j'en ai marre. J'en ai marre de la douleur, j'en ai marre de voir les autres. On voit les autres courir, on voit les autres marcher, on voit les autres faire. Et puis on se dit, toi, t'es comme une dinde, tu peux rien faire parce que t'as mal, tout simplement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Et puis je vous souhaite tout mon courage. Merci. Bonjour Sonia, comment allez-vous? Ça va, merci à vous. Alors, vous avez accepté notre invitation pour faire ce documentaire. Donc, si vous voulez bien nous parler du vécu de Raphaël et comment vous ressentez Oui. dans cette vie.
Raphaël, il est né le 17 décembre 2014. On a très vite appris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au bout d'une semaine, on a appris qu'il avait une maladie rare, maladie génétique rare, chose qu'on n'a pas vue pendant les échographies. On a vu des petites choses qui n'allaient pas, mais en fait, on nous a jamais parlé de maladie. Comment vous avez su la maladie de Raphaël? Est-ce que vous l'avez appris par les médecins ou Oui, en fait, on l'a su à peu près une semaine après sa naissance. Une semaine même d'ailleurs, puisqu'il est né le 17 décembre et on a appris la maladie le 24 décembre, la veille de Noël. Bien entendu, ils n'ont pas pris des pincettes pour nous l'annoncer. Au début, on a vu sur certaines échographies qu'il avait peut-être les os longs courts et un petit cervelet par rapport à la moyenne. Et après 2 amyosynthèses et puis une IRM fœtale, en fait, on nous a dit non, il n'y a rien. Ou au pire, peut-être qu'il y a un léger retard. Donc à 7 mois et demi de grossesse, vous n'arrêtez pas une grossesse pour un léger retard. Quand il est né, en fait, ils ont vu plusieurs malformations. Et c'est à partir de ces malformations, en fait, de Montbéliard où il est né, ils l'ont envoyé à Belfort et le lendemain à Besançon. J'ai suivi à Besançon. Et à Besançon, ils ont fait divers examens, des bilans sanguins, qu'ils ont envoyés jusqu'à Lille. Et c'est là, en fait, qu'on a appris la maladie de Raphaël et que les professeurs nous ont fait venir dans un bureau pour nous expliquer, en fait, que Raphaël avait une maladie rare. comment s'appelle cette maladie? Alors c'est une maladie rare, donc c'est un nom un peu compliqué, c'est le syndrome de Smith-Lemni-Opitz. C'est les 3 chercheurs qui ont trouvé cette maladie. Qu'est-ce qui a été mis en place pour cette maladie ou pour Raphaël? Après, c'est compliqué parce que du fait que ça soit une maladie rare, en fait, c'est vrai que les médecins n'étaient pas forcément... les médecins qu'on a vus ne connaissaient pas forcément cette maladie, nous ont pas forcément égayés. Donc, il a un traitement de base de cholestérol, puisqu'en fait, le problème de la maladie, c'est qu'il ne produit pas le bon cholestérol. Donc, il a un petit peu de cholestérol qu'on lui donne tous les jours, plus d'autres traitements, parce que vous savez, des traitements, il en a quand même pas mal. Mais bon, après, c'est pas ça réellement qui fait qu'aujourd'hui il progresse, c'est aussi beaucoup les thérapies qu'on met en place à côté. Parce que en fait, c'est une thérapie qui n'est pas dégénérative, une maladie, qui n'est pas dégénérative. Par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément où va cette maladie. Il peut y avoir des enfants qui ont un syndrome léger, qui marchent, qui parlent, qui mangent sans problème, et des enfants qui, au bout de 7 jours de vie, décèdent parce que le cœur, les poumons sont pris. Nous, je pense que, je ne suis pas to be, mais on va dire qu'on est dans la moyenne. Parce que, après, on voit comment Raphaël progresse, quoi. Nous avons vu que vous avez une association. Oui. Donc, quelles sont les missions de votre association? Alors, on a créé l'association Tous Ensemble pour Raphaël. C'était donc dans le but justement de financer les thérapies auxquelles il participe. Parce que si vous voulez, malheureusement, si on ne partait pas à l'étranger, Raphaël, au jour d'aujourd'hui, il serait encore par terre couché parce qu'il était incapable de marcher, de faire quoi que ce soit. Donc, on est parti en Autriche pour qu'il mange. On part 2 à 3 fois par an en Espagne et il faut justement financer ces thérapies à l'étranger. Sans compter une thérapie aussi qui se passe dans le sud de la France, une thérapie cognitive. Et puis aussi, bien entendu, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, un déambulateur, c'est remboursé, un déambulateur à 300 €, on nous le rembourse 54 € par la Sécu. Donc, il faut bien pouvoir financer tout ça, quoi. Et comme moi, je ne travaille plus parce que je m'occupe de Raphaël, et comme mon mari qui travaille, on a créé l'association pour ça. Donc, on fait des événements 2-3 fois par an qui nous permettent de financer ces thérapies. Elle marche bien, l'association? Je pense qu'en fait, on a une petite étoile, un petit truc en fait qui fait que ça va bien. Quand il y a des moments où on se dit zut, comment on va faire pour financer la thérapie? Il y a toujours un petit truc, un loto. On nous appelle, on nous dit écoutez, on a un loto pour vous. Est-ce que vous êtes dispo? On dit oui. Puis après, voilà, on est aussi bien entouré. On a des super bénévoles. C'est beaucoup la famille, c'est les amis, c'est des personnes c'est des partenariats aussi. Mais toutes ces choses-là font que l'association fonctionne plutôt bien, je trouve. Pour les thérapies, on va revenir dessus. Quel genre de thérapie que Raphaël? Alors, il y a 3 thérapies. La première thérapie qu'on a faite, c'était une thérapie pour l'alimentation, puisque Raphaël a été sondé à sa naissance. Il ne mangeait pas, il n'avait pas de mouvement de succion. Donc, on est parti en Autriche, nos tubes. Et ça coûtait très cher, c'était 8 700 €, sans compter les 2 semaines d'appartement, descendre là-bas, tout ça. Donc, ça avait un coût à peu près de 15 000 €, pas remboursé, bien entendu. Ensuite, donc on part en Espagne. Donc on partait à Barcelone, maintenant c'est Blanes, mais c'est pas très loin. Mais donc c'est 2 kinés qui font de la kiné motrice et qui, en fait, si vous voulez, font de la kiné intensive, puisqu'il fait 15 heures de kiné par semaine. 3 heures par jour. Beaucoup. Voire des fois plus, parce que vous savez, c'est des enfants qui ont beaucoup de volonté, beaucoup de force, qui m'impressionnent. Moi, franchement, ils m'impressionnent là-dessus. Et la 3e thérapie qu'on fait, c'est la seule thérapie qui est en France, c'est Grandis-toi.
Alors ça, c'est une thérapie un peu plus, je dirais, cognitive, aussi qui travaille la motricité fine, tout ça. C'est une maman qui a 2 enfants handicapés, qui se forme sur beaucoup de choses qui peuvent en fait aider les enfants comme Raphaël à progresser. Et du coup, pareil, 2 fois par an, il va chez Lydie. Soit on y va et il fait 9h-17h, on le récupère après, soit il passe la semaine complète chez Lydie. Et là, c'est elle qui gère tout. Donc Raphaël a des frères. Oui. Comment se passe la relation entre eux? Super. Alors franchement, c'est pas toujours évident enfin pas toujours évident dans le sens où beaucoup de gens se disent, par exemple, Yanis, qui est le deuxième, qui a 7 ans, on nous dit, bon, c'est un peu le petit grand frère. Et c'est peut-être pas toujours évident pour lui d'être le frère d'un enfant handicapé parce que du coup, parfois, on va avoir moins de temps pour lui parce que Raphaël nous prend beaucoup de temps. Mais avec Yanis, ça se passe super bien. Ils ont une super relation, ils sont très proches. Raphaël est toujours en train de rigoler des clowneries de son frère parce que Yanis adore faire rire son frère. Puis bon, il a compris le handicap, hein, malgré qu'il ait 7 ans. Il a déjà compris ce que c'était que le handicap. On lui en a beaucoup parlé. Et puis le petit dernier, Mathis, qui a 4 mois, qui est venu compléter la famille. Et je trouve que Raphaël, justement, par rapport à la naissance de Yanis et à la naissance de Mathis, forcément, il avait que 3 ans à l'époque, donc c'était encore difficile pour Raphaël. Mais maintenant qu'il a 10 ans, il s'intéresse vachement à son petit frère. Il va le voir dans son berceau, il le regarde, il sourit, il essaye de lui piquer son biberon. Donc il y a une belle relation. Je pense que c'est important, justement, qu'il y ait cette relation entre frères. Et tu rigoles, toi? Comment vous envisagez l'avenir du coup avec Raphaël? Ouh, ça c'est compliqué. En fait, comme on ne sait pas où on va, on y va, on verra. Dans l'inconnu. Voilà, vous savez, les médecins, Raphaël, ils nous ont annoncé la maladie, il nous a dit oui, il mangera pas, il parlera pas, il marchera pas. J'ai demandé est-ce que je risque de perdre mon enfant, sous-entendu, est-ce que c'est une maladie dégénérative? Il m'a répondu oh, vous savez, personne n'a à l'abri de faire un arrêt cardiaque. C'est pas là spécialement la réponse que j'attendais, mais en fait, si vous voulez, comme c'est pas une maladie qui est plus connue que ça, vous savez pas forcément où vous allez. Donc on essaye de faire le nécessaire pour qu'il progresse. Raphaël progresse beaucoup sur la marche, sur la manière de communiquer, parce qu'il se fait très bien comprendre, il est loin d'être bête. Et puis on verra, quoi, hein. Ma foi, pour le moment, il va au DAM à Montbéliard, à l'école, quoi. Et on m'avisera. Après, je pense que le plus dur, ce sera quand il rentrera dans la vie d'adulte. Et puis, où là, on ne sait pas forcément comment ça va se passer. Mais bon, c'est toujours, de toute façon, c'est comme tout, hein. Je pense qu'en tant que parent, le pire pour nous, c'est de se dire le jour où on va partir, qui va s'occuper d'eux. Oui, c'est ça le plus compliqué. Voilà. Un mon crapaud. Comment vous organisez dans la vie de tous les jours du coup avec ses frères et Raphaël? Raphaël, déjà, là maintenant, 4 fois par semaine, il va au DAM. Ça a été un cheminement aussi, hein, parce que le handicap, de toute façon, c'est un cheminement, hein. Faut supporter le fait qu'on vous annonce du handicap. Il y a plein de choses, en fait, plein d'étapes à passer. Et c'est vrai que j'avais ce sentiment, peut-être, en le mettant au DAM à un moment donné, donc c'est comme un peu l'IME, quoi, c'est de l'abandonner. Alors que quand vous mettez votre enfant, entre guillemets, normal à l'école, vous l'abandonnez pas. Bien. Voilà. Et bizarrement, avec Raphaël, j'avais ce sentiment-là. Donc, on me demandait d'augmenter le temps. J'avais du mal d'augmenter le temps parce que je me disais, non, mais tu t'en débarrasses, quoi. Alors que non, c'est pas le cas. Et en plus, franchement, il est là-bas, ça se passe super bien, il progresse vachement. Donc après, voilà, c'est des journées, on va dire, basiques quand il est pas là, où je me lève et il part au DAM, donc en bus. Et puis quand il est à la maison, on essaie de travailler des petites choses pour le faire progresser. Il passe beaucoup de temps en déambulateur parce qu'il adore marcher. Bon, c'est un enfant aussi qui a besoin de son repos. Donc après, voilà, il y a des temps où ça se passe super bien parce que c'est l'un derrière l'autre et on arrive à donner le bibi à l'un, puis après s'occuper du repas de l'autre. Parce que Raphaël, il mange lisse, donc Raphaël, il faut lui préparer ses repas à lui, il faut lui donner à manger. Il n'a aucune autonomie, hein. Il a des couches, il ne mange pas seul, donc forcément, il a besoin beaucoup de moi ou de son papa. Donc du coup, voilà, il y a des moments où ça va super bien, puis il y a des moments où ils ont décidé que ça serait les 3 en même temps, donc c'est un petit peu le bazar, mais on s'en sort plutôt bien. Un chaton. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir parlé de cette histoire du petit Raphaël. Avec plaisir. Merci à vous. Mais de rien. Tu veux pas avec moi? C'est bien, mon Raph. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, on va bien. Donc vous avez accepté notre invitation pour notre documentaire. Donc si vous voulez bien nous expliquer le vécu de Gianni et votre ressenti sur le vécu.
Alors son vécu, en fait, donc Gianni naît le 26 juin. Il n'a aucun souci de santé, tout va bien. Sauf que moi, à la maternité, je tombe malade. Alors bon, on me dit que c'est pas très grave. Après, on me dit que c'est pas très grave, il faut que je prenne un petit traitement et que ça va passer. J'allaite Gianni. Et au bout d'un mois, je tombe quand même bien malade. Et on me dit que comme ça en été, j'ai peut-être une angine, que c'est peut-être pas grand-chose. Et puis fin août, Gianni, lui, tombe malade, et bien comme il faut. Et sa santé va se dégrader. Et donc on va l'hospitaliser une première semaine sur l'hôpital à l'époque à Belfort. Et on va pas se rendre compte tout de suite de ce qu'il a. Donc ça va traîner un tout petit peu. Et puis son état va se dégrader complètement. Et là, on est envoyé à Besançon en réanimation parce que Gianni va vraiment très très mal. Et en fait, on se rend compte par les examens que Gianni fait une coqueluche maligne sévère. C'est la forme la plus grave de la coqueluche. Et avant l'âge de 2 mois, c'est très grave. Ils ne sont pas vaccinés encore. À quelques jours, on avait la vaccination, mais comme il était malade, il ne pouvait pas être vacciné. Donc du coup, il s'ensuit quand même une étape de 6 semaines de coma artificiel où Gianni va nous faire un arrêt cardiaque. Il va être dialysé 3 semaines puisque les reins ne veulent plus fonctionner. Ses poumons sont touchés puisqu'en fait, du coup, sous cette forme-là, en fait, ça va attaquer tout ce qui est vital. Donc les poumons sont très touchés. Malheureusement, il y a de gros dégâts neurologiques. Et les médecins qui ont été formidables ne savent pas trop ce que ça va donner. Petit à petit, Gianni arrive à récupérer, sort du coma artificiel au bout de 6 semaines. Et puis là, il va se passer un combat auquel on ne s'attendait pas. Pardon. C'est toujours le moment un petit peu... Donc pendant 6 semaines, c'est vrai que jour et nuit, on est entouré de médecins, d'infirmières. Lui se bat parce que du coup, ils ont peur que son petit cœur s'arrête. Et donc quand on sort au bout de 6 semaines, on retourne dans l'hôpital à Belfort où il va falloir qu'il apprenne à téter parce qu'en fait, voilà, pendant 6 semaines, il n'y a pas eu de biberon, pas eu de repas, il a été branché de tous les côtés. Et donc on rentre et Gianni arrive à téter. Ça reste un miracle parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse déjà respirer. Et il arrive, qu'il puisse téter. Et il arrive, il boit son biberon. Et puis donc on rentre à la maison et là ça va être un combat parce qu'il va falloir contacter tous les organismes pour pouvoir prendre en charge Gianni par rapport à sa maladie et surtout de ce qu'il va avoir besoin. Donc c'est un petit peu difficile parce que vous êtes entouré pendant 6-7 semaines, enfin ça fait 8 semaines en tout d'hôpital et de réanimation avec du monde qui sont là pour vous conseiller jour et nuit. Et puis d'un coup on se retrouve tout seul à la maison avec l'enfant qui reste quand même hyper fragile. À l'époque, quand il est sorti, il avait son petit bout de nez tout abîmé parce qu'il a eu un escar. Et du coup, il va falloir apprendre à vivre sans avoir peur et puis prendre rendez-vous. Et là, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne sait pas trop qui, on ne sait pas comment. Et moi, je rencontre des personnes qui me disent qu'il faut appeler le CAMS. Et le CAMS, c'est un organisme qui s'occupe des enfants préma et puis des enfants en difficulté. Et là, s'enchaînent des tas de rendez-vous. Alors, c'est la psychomotricienne, c'est kinésithérapeute, les médecins, bien sûr, de tous les côtés, pour surveiller, en fait, comment va Gianni. Et puis, on va mettre en place, petit à petit, un petit peu tout ce que Gianni va avoir besoin. Il va y avoir beaucoup de rendez-vous médicaux, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, bien sûr. Il va y avoir des peurs en tant que parent parce que quand les médecins sont dans leur cabinet, ils ne sont plus à la maison en train de le surveiller. Et Gianni réagit bien à tout ça en fait, malgré un pronostic qui n'était pas très chouette. Et puis on se rend compte que c'est un petit garçon qui a envie de se battre et puis que c'est un petit garçon qui reste éveillé. Ah ça c'est ton grand frère. Ah oui, faites la bavarde. Ah oui, ça c'est beau quoi. C'est bien plus tard. Et du coup, Gianni, au fur et à mesure, montre des signes qu'effectivement, il arrive à comprendre un petit peu. Il reconnaît son prénom, il y a des petites choses comme ça. Et puis, on va avancer avec l'entourage du CAMS qui nous suit, qui nous conseille. Et puis, du coup, j'arrête mon travail
à un moment donné parce que c'est plus possible entre tous les rendez-vous que l'on a. Et je ferme ma boutique pour devenir aidante de Gianni. Et là, je mets en place plein de choses avec les conseils du CAMS, avec les conseils de notre kiné à ce moment-là qui vient 3 fois par semaine à la maison. Et du coup, là, il s'en va à un marathon de qu'est-ce qu'on peut trouver pour que Gianni puisse évoluer, récupérer ce que la maladie nous lui a volé, quoi. Et donc, on grandit comme ça avec lui et puis on avance. Et Gianni, en fait, dépasse un petit peu les pronostics puisqu'il récupère bien mieux que ce que les pronostics nous donnaient. Et donc, du coup, on avance. Gianni commence à se mettre à 4 pattes, commence à faire plein de choses. Et puis un jour, Gianni va à l'école. Donc j'ai vu que vous avez une association, donc 1, 2, 3 Gianni. Oui. Donc vous pouvez nous parler des missions de votre association? Alors, l'association, elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Et au départ, c'était effectivement pour Gianni. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que pourquoi que Gianni. Et aujourd'hui, le but de notre association, c'est de pouvoir emmener Gianni et ses copains qui sont aussi en situation de handicap. Alors, bien évidemment, il y a quand même pas mal d'enfants actuellement. Et puis, on a amené une jeune adulte l'année dernière. Et là, on va avoir cette année, divers ateliers qu'on va faire. On en a déjà fait. Alors, ils viennent à la maison, les copains-copines. On fait des ateliers manuels. Nous allons bientôt avoir une marche au mois de mai qu'on va organiser aussi. Et là, pareil, on va emmener Gianni et puis un autre enfant en situation de handicap au Montbar. Nous avons pour projet également de refaire le Lyon pour la 4e année consécutive. Donc là, on aura Gianni et on a encore 2 autres appareils où on va emmener 2 autres personnes avec une équipe qui est bien rodée ce coup-ci. Ce sont les pompiers de Montbéliard et de Betancourt qui du coup, alors moi je le fais plus, je l'ai fait avec Gianni, là je le fais plus parce qu'il faut organiser, donc il faut courir avec le matériel et l'emmener d'un côté, aller les rechercher de l'autre. Donc cette année je cours pas avec eux, mais du coup voilà, on a ce projet-là et puis après les projets avancent un petit peu quand toute l'équipe a une idée, on la met à plat et on voit si c'est possible. Et donc on y va un petit peu à tâtons en début d'année, on verra ce qu'on fera à partir de septembre. On n'a pas encore trop prévu jusque-là. Ceci, merci. De rien. Et donc comme on a pu entendre, Gianni, il a un frère? Oui, il a un frère. Alors il s'appelle comment ton frère? Enzo. Oui. Et puis tu n'as qu'un frère? Ouais. Et tu as une? Sœur. Elle s'appelle comment ta sœur? Et là? Mela, c'est Mélanie. Donc oui, il a une grande sœur et un grand frère. Et comment ça se passe Avec le handicap, alors ma fille aînée, elle est maintenant, elle a sa maison, elle est autonome et elle est en situation aussi de handicap. Elle a un handicap invisible, un syndrome Ehlers-Danlos. Enzo, lui, va très bien. Et puis il y a Gianni. Et vive le handicap. Alors pour un grand frère, comme ma fille n'est plus là, donc je vais plus parler d'Enzo, mais c'est pas simple. Parce que du coup, au début, on était beaucoup après Gianni, il y avait tous les rendez-vous. Donc il a fallu trouver un petit peu sa place. Alors on l'a jamais oublié, on l'a jamais mis de côté. On essaye d'accorder des temps le plus possible aussi à Enzo et l'emmener aussi dans nos aventures parce que du coup on a fait beaucoup de randonnées. Alors moi j'avais Gianni sur le dos et on partait en forêt, mais Enzo était là aussi avec nous et participait à ce moment-là. Ils font du sport tous les deux. Alors Enzo faisait du tennis, Gianni fait du tennis en fauteuil. Maintenant Enzo a décidé de prendre un petit peu un autre sport, donc il est dans le basket et Gianni continue dans le tennis. On essaye de faire très attention parce que c'est pas simple d'être grand frère déjà. Mais alors grand frère d'un enfant, c'est pas rigolo quoi. Il faut toujours être un œil sur lui, pas qu'il se fasse mal, pas que. Aujourd'hui, Gianni se débrouille tout seul, donc ça va. Il va piquer la console de son grand frère. Alors ça, c'est un peu voilà, ça provoque un petit peu. Manette et bug. Oui, la manette elle bug, mais elle bug parce que voilà, tu sais pourquoi. Parce que Gianni est très mauvais perdant, faut savoir. Et des fois, la manette, on la tape. Ça n'avance pas mieux, hein, mais ça soulage un petit peu. Et du coup, non, Enzo, on a un grand garçon qui est bienveillant en fait. Et je pense que du coup, pour lui, ça s'est fait naturellement.
pas à se réveiller. Ah, il n'arrive pas à se réveiller. Et toi, tu dis ça devant les caméras. Super. Il va être content. Il va apprécier. Ah oui, oui. Donc non, c'est pas simple, je pense, d'être grand frère ou grande sœur, puisque là, sa sœur aussi en situation de handicap. Je pense que c'est pas simple, mais comme c'est quelqu'un de bienveillant, il a réussi à trouver sa place. Et puis, il a ses moments à lui, rien qu'à lui. Et il a ses moments aussi où son petit frère vient l'embêter, bien sûr. Dans sa chambre, forcément. Avec ses jeux. La meumière. Non, le truc à la meumière, c'était un truc. Ah oui, t'as pris ma lampe frontale. Ouais. Ah oui, oui, tu veux raconter ça? Et t'as été réveiller ton frère avec ma lampe frontale et tu lui as mis dans les yeux. Mais il n'a pas vu aussi. Ouais, voilà. Voilà ce qu'on subit quand on est grand frère. Eh oui. Eh bien, merci. Et donc, comment envisagez-vous l'avenir pour Jenny? Alors, on essaye de se projeter dans l'avenir, hein, bien sûr, hein, mais on va par étapes. Là, pour l'instant, c'est l'étape de l'école primaire où est Jenny, donc à l'école de Vaugeaucourt, et il est également aussi en classe Ulysse. Donc pour l'instant, on va pas se projeter trop loin. Pour l'instant, Gianni est en CE1, et donc on va aller petit à petit avec lui, et on évolue avec Gianni. On ne se pose pas la question dans 6 mois, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 6 mois. Le but étant qu'aujourd'hui, on a quand même à se dire, voilà, Gianni, il faut qu'il récupère un maximum. Gianni, il faut qu'il essaye de bien travailler avec sa kiné pour récupérer un maximum, parce qu'il est en fauteuil, comme vous l'avez vu arriver, mais Gianni commence à marcher aussi avec un déambulateur. Donc le but, c'est que Gianni puisse un jour quand même aller tout seul en déambulateur, voire en béquille. Ça aussi, on le travaille. Mais on ne va pas aller trop loin dans ce qui est possible ou pas de faire. On va par étapes. On se donne à chaque fois 6 mois, et dans 6 mois, on voit de nouveau comment on va avancer. Et puis, bien évidemment, hein, on aimerait voir quand il sera plus grand. Mais pour l'instant, on va aller par étapes. C'est quand même déjà pas mal. Eh ben, je vous remercie en tout cas. Mais de rien. Puis, c'est fini. Eh ben nous, on est ravis, en tout cas, d'être là, vraiment, pour votre joli projet. Tu veux dire quelque chose, Dani? Tu veux me dire quelque chose? Dans l'oreille, je sais. Ah, tu sais pas que t'es contente d'être là aussi. Alors tu peux. Quand je suis là. Tu es content d'être là. Je suis content d'être là. Ben voilà, on le dit comme ça. Je suis content d'être là. J'ai appété aussi. Ah oui. Ça arrive. Ça, on l'avait tous bien compris. C'est quoi? C'est pas mal. On dira off. On pourra le mettre en off, on pourra aussi le laisser, hein, parce que voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont très nature en fait. Hein, c'est nature peinture, il n'y a pas de souci. T'es à l'aise au moins. Tout va bien. Tout va bien. N'est-ce pas? Cynthia, Mélissandre, Maëva et Tara remercient leur professeure, Madame Bonnefoy, qui les a soutenues dans ce projet, ainsi que Jean-Marc Gilabert de Digeprod et Johnson de Team Vision pour leur implication dans le tournage et le montage de ce film. Elles espèrent qu'il sera vu par un plus grand nombre afin de les sensibiliser sur les handicaps. Leur souhait, que le public change de regard et de comportement vis-à-vis des handicapés.